Bienvenue Jamal Belharch. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de la fondation Jobs of Africa et que vous présidez également la fondation Zakura, qui est très active dans le domaine de la scolarisation. En préscolaire, dans le milieu rural. En préscolaire, dans le milieu rural. 2018, c'est dans quelques jours, quelques heures, ça sera fini? Il était temps que ça se termine. Je pense que, aussi bien sur le plan national qu'international, 2018 a été marqué par un ensemble d'événements, et pas particulièrement chez nous. Donc oui, effectivement, vivement en 2019. D'ailleurs, on reviendra là-dessus, sur les faits qui vous ont marqué, vous, à titre personnel, Jamal Belharch, année 2018, et puis voir un petit peu, parce que l'année 2018 va laisser place à l'année 2019, et l'occasion de revenir avec vous donc, sur les faits marquants, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de formation professionnelle, parce qu'il y a eu beaucoup de choses et beaucoup d'actu, ou d'emploi, et en tout cas, et de voir aussi les perspectives pour 2019. Mais qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, vous, Jamal Belharch, en 2018 ? Écoutez, je pense qu'on a tous été marqués d'abord par ce qui s'est passé dans le cadre du boycott. Ça a marqué, je pense qu'il y a un avant et un après boycott, en tout cas au Maroc. Ça a simplement éclairé davantage les acteurs de ce pays sur une espèce d'inégalité, un mal-être qui s'installait et qui s'est exprimé à travers le boycott. Ça a marqué l'aspect économique, puisque les entreprises ont quand même été victimes d'une absence de développement. Ça, c'est le premier point qui m'a vraiment beaucoup marqué et choqué. Absence de développement ? Oui, pour les boîtes. C'est-à-dire que les sociétés aujourd'hui ont perdu beaucoup d'argent pour un certain nombre d'entre elles. Et donc, quelque part, ça veut dire des emplois. C'est-à-dire des familles qui demain n'auront pas de travail. C'est des fermiers aussi qui ont eu moins de travail. Donc c'est une vraie question de fond, au-delà de l'aspect, on va dire, politique qui pourrait en découler. C'est le premier point. Le deuxième point, j'ai été assez marqué par les deux discours de Sa Majesté, dont l'un parlait beaucoup d'emploi et de formation, un autre autour de l'éducation. Et il y a eu effectivement aussi l'avènement de l'INDH3. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a enfin tiré les vrais bilans et les vraies analyses de l'INDH3, de l'INDH2, pardon. Et je pense que l'INDH3 augure d'un vrai projet qui va maintenant s'appuyer davantage sur ce que j'appellerais le software que sur le hardware. C'est-à-dire beaucoup plus sur les gens et sur les vrais projets que de construire des bâtiments et ceci et cela, parce que on a tiré les enseignements, ça n'a pas beaucoup marché. Et enfin, j'ajouterai un point, moi, qui me semble important. Ce qui m'a marqué, c'est l'absence de conscience politique sur les véritables enjeux de notre pays, particulièrement les questions d'emploi, les questions d'éducation. Je crois que les partis politiques sont encore en deçà de la prise de conscience nécessaire. C'est-à-dire que Jamal Belharch considère que durant toute l'année 2018, tout le personnel politique, aux responsabilités ou pas, a été complètement absent, a déserté l'espace des questions cruciales que sont l'école, je pense qu'on s'est absolument pas focalisé, on s'est pas focalisé sur les vrais sujets les vrais mots MAEX que le pays aujourd'hui, dont le pays souffre aujourd'hui. Et moi, ça m'inquiète parce que on est à un carrefour où, je dirais, les inégalités sont là, les problèmes de chômage sont là, particulièrement pour les jeunes aujourd'hui diplômés qui arrivent sur le marché du travail. On a des vraies problématiques d'éducation en général. C'est pour ça que je suis assez confiant sur l'INDH3, notamment sur le préscolaire, puisque Sa Majesté a érigé le préscolaire en véritable priorité nationale. Mais en même temps, je me dis, mais il est où le personnel politique? Ils sont où les corps intermédiaires? Parce qu'aujourd'hui, et l'exemple qu'on a, c'est les gilets jaunes en France. S'il y a des gilets jaunes, c'est parce que les corps intermédiaires ont été complètement rasés de la carte. Donc aujourd'hui, il faut remettre des corps intermédiaires. Et ce qui me fait plaisir également, c'est d'entendre Emmanuel Macron parler de l'urgence économique et sociale. Et c'est un article que j'ai écrit il y a plus de 6 mois dans l'Économiste, où je parlais déjà de l'urgence économique et sociale. Donc je pense qu'on est dans le même cas de figure. Même cas de figure. Mais quand le politique, vous dites qu'il n'est pas sensible ou n'est pas engagé, en tout cas sur ces questions-là, pourquoi selon vous? Est-ce que c'est parce que c'est, d'un point de vue électoral et politique, j'allais dire au sens primaire du terme, c'est pas porteur, ça paye pas? Non, mais est-ce que c'est par manque de si on veut être sincère, ce que j'ai toujours essayé d'être, en tout cas avec vous ou en dehors, c'est que je pense qu'en dehors, tous les partis politiques dans le monde en général le font, en dehors des échéances électorales, il se passe rien. C'est-à-dire que c'est à l'approche des élections, des échéances, que les gens commencent à bouger pour commencer à dire on va faire ceci, on va faire cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, me semble-t-il, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les partis politiques sont tellement ethnocentrés, recroquevillés sur eux-mêmes, qu'ils oublient la vraie réalité du pays. Parce que je pense fondamentalement, ils en parlent, mais ils ne la connaissent pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, si on voit les fondamentaux. Sur l'école. Oui. Sur l'école et sur l'éducation. L'année 2018 a été marquée aussi par la prise de parole de partis politiques. Parce que quand vous dites, Jamal Belharch, que les partis politiques n'ont pas été présents, ne sont pas présents sur ces questions-là,
sur l'école, lorsqu'il y a eu l'introduction de quelques termes en darija dans les manuels scolaires. C'était à la rentrée, c'était courant septembre, il y a des partis politiques qui sont montés au créneau. Le Parti Justice et Développement, par exemple, a pris une position tranchée au travers de son secrétaire général, Saladin Toumani, en tant que secrétaire général du PJD, qui a dit il est hors de question, c'est pas négociable. Oui, mais pas de terme en darija dans les manuels scolaires. On préserve c'est la langue. J'entends. Oui, j'entends. L'arabe classique. Oui, mais là, je dirais que c'est plutôt une manœuvre idéologique pour éviter les vrais débats de fond pour le pays. Moi, je peux accepter que chaque parti ait une idéologie particulière. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir de mon pays. C'est pas l'avenir d'un parti politique ou d'un autre. L'avenir de mon pays aujourd'hui, il est que si on n'adresse pas la question de l'éducation de manière systémique, y compris la langue, mais que la langue ne devienne pas un élément de combat politique pour essayer de mettre des partis politiques sur le côté. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, me semble-t-il, et je voudrais vraiment insister là-dessus, puisque vous avez parlé de la question de l'éducation, c'est que les partis politiques n'ont commencé à en parler que lorsque, à un moment donné, ça a été abordé une énième fois par Sa Majesté, et surtout pour en faire un débat politicien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet éducatif dans son ensemble qui rentre dans le cadre d'un nouveau contrat social. C'est quel pays voulons-nous? De quelle identité du Marocain voulons-nous discuter dans un monde qui est de plus en plus ouvert? Et c'est pour ça que le préscolaire, pour revenir au préscolaire, la base du préscolaire, c'est qu'on commence à former et à formater des enfants pour le futur. Or aujourd'hui, même cette vision-là, elle est quasi inexistante à aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'on peut réfléchir et faire avancer, en tout cas le modèle du système éducatif? Parce que je rappelle aussi, la Banque mondiale, vous avez eu en début décembre, a sorti son rapport, sans poser un débat de manière très franche et très directe sur les langues, l'emploi des langues. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on met peut-être la charrue avant les bœufs, et tant qu'on n'a pas tranché là-dessus, que le débat n'a pas été ouvert, à mon avis, ça va être compliqué de pouvoir dégager un système éducatif qui se veut performant. Rachid, vous avez parfaitement raison de poser la question comme ça, mais je voudrais insister. Tant qu'on n'a pas redéfini le contrat social, on ne peut pas parler de quel type d'éducation on veut. Le contrat social, c'est définir les frontières de quelle société nous voulons demain et après-demain. C'est dans ce cadre-là qu'on va définir l'institution éducative et son cadre de fonctionnement, l'institution démocratique et son cadre de fonctionnement, l'institution économique et son cadre de fonctionnement. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que le Maroc est à un carrefour maintenant, en 2018, pour se dire quelle est la nation qu'on veut construire demain. Tant qu'on fera l'économie de ce débat, rien ne marchera. Pourquoi? Parce qu'on fait que de la politique consommation. On donne ce qu'on appelle plus vulgairement le populisme aujourd'hui, même si le populisme a une connotation aussi très positive. Mais le politisme politicien, c'est qu'on dit des choses aux gens qui veulent entendre des choses. Mais on ne construit rien. Moi, ce que j'ai envie... Et c'est ce qu'on a fait en 2018 ? Ça fait des années qu'on fait ça. Ouais, là, vous me parlez de 2018, c'est que... Parce qu'on a mis l'accent sur l'éducation, sur la réforme du système éducatif, et qu'on est toujours empêtré dans un débat qu'on ne veut pas ouvrir sur les langues. Oui. Parce que les langues sont ramenées à l'identité nationale. Je rappelle simplement que les gens qui mettent le débat de la langue sur la table aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été éduqués et formés post-colonialisme aujourd'hui, qui ont fait des élites extraordinaires, qui ont fait marcher le pays, mais qu'aujourd'hui qui ont fait juste un débat politicien. Moi, je dis lorsque demain, on demandera, dans le cadre du patrimoine éducatif, aux parlementaires de dire où sont leurs enfants, est-ce qu'ils sont dans le public ou dans le privé, on verra que le système éducatif changera à une vitesse grand V. Déjà, on n'y est pas arrivé pour la déclaration du patrimoine, comme on l'a vu. Non, c'est juste pour vous dire, l'hypocrisie politique fait qu'aujourd'hui, on lance des débats pour occuper les gens, parce que ça évite d'aborder les vrais sujets pour notre pays. Mais le débat sur les langues n'a jamais été ouvert par une seule formation politique. Et je vous rappelle aussi qu'on l'a vu d'ailleurs lorsqu'il y a eu cette polémique ou pseudo-polémique sur l'introduction de termes en darija dans les manuels scolaires, il y a eu une espèce de consensus politique là-dessus. J'ai pas vu. Mais c'est un consensus politique d'ambiance, parce que pour moi, c'est un poisson dans un verre d'eau. Le sujet pour moi, c'est quelle éducation je veux donner à mes enfants demain pour que mon pays développe une véritable croissance, parce qu'il y a une corrélation éducation-croissance. C'est quel type d'emploi pour demain, quel type d'égalité devant l'impôt, parce que demain il va falloir qu'on ait une société beaucoup plus égalitaire. Quelle société je veux? C'est ça qui m'intéresse. Quelle est la place des personnes âgées dans notre pays? Enfin, c'est ça les vrais sujets. C'est pas, est-ce qu'il y a tel mot de dire la confiture ou je ne sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Ça veut dire, pour moi, on n'est pas à la hauteur des enjeux du pays quand on est dans ce débat-là. C'est-à-dire que le personnel politique, pour vous, selon vous, Jamal Belhach, n'est pas à la hauteur des défis. Pour moi, le personnel politique marocain n'a pas pris conscience des mutations que connaît notre pays, que connaît le monde en général. Et dans ces mutations-là, il y a des enjeux à adresser dans l'urgence.
En matière d'éducation, est-ce que vous avez des suggestions voilà. Et là, je demande à Jamal Belhach, président de la Fondation Zakoura, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient se faire de manière facile et pratique, peut-être que vous faites, que vous utilisez vous dans le monde rural, et qui pourraient être modélisables en tout cas pour le secteur le secteur public de l'enseignement? Si je peux, Jamal Belhach n'est pas un donneur de leçons, parce que je pense que ce qu'il faut faire, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde. C'est pas les rapports qui manquent des uns et des autres. Donc je pense que le débat, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire. Le débat, c'est quand et à quelle vitesse et avec qui. Le problème que nous avons, c'est une absence de leadership sur les vrais sujets fondamentaux du pays pour conduire la transformation du pays. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de conduire la transformation du Maroc pour le mettre au diapason du 21e siècle dans lequel la population, plus de 60% plus, à moins de 30 ans. Est-ce que ça veut dire que le ministre de l'Éducation nationale, Saïd Hamzazi, n'a pas, selon vous, ce charisme et ce leadership? Aujourd'hui, il est à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Il est là, avec le projet de loi de finances 2019, c'est lui qui va avoir le plus gros budget de l'État. Oui. Donc, qu'est-ce qui manque? Il vient d'arriver. D'accord? Il vient d'arriver. Il est en train d'initier un centre de chantier, dont le préscolaire, et avec lequel j'ai eu à travailler. Donc, pour l'instant, il faut lui faire crédit de l'exécution de ce qui va se passer. Mais le chantier de l'éducation, de la mutation et de la transformation, parce que c'est ce que vous évoquez. Non, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas encore suffisant. C'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Il vous a dit, si vous avez travaillé avec lui, est-ce qu'il vous a dit? Nous, on a travaillé avec lui dans le cadre du préscolaire. On a un partenariat avec le MEN dans le cadre du préscolaire. Et dans ce cadre-là, donc, on a signé une convention à Sredat il y a 4-5 mois aujourd'hui. Et on est en train de commencer à déployer un certain nombre de choses. Mais le projet dont je vous parle, moi, aujourd'hui, Rachid, les yeux dans les yeux, c'est que l'éducation est une fonction régalienne et qu'elle doit être très ambitieuse dans la transformation. Tous les pays qui ont réussi, y compris en Afrique, ont réussi parce qu'ils ont mis le paquet dans l'éducation. Tous les pays, le paquet financièrement? Pas que financièrement, dans l'ambition aujourd'hui. Dans l'ambition. C'est-à-dire que quand on dit que dans 25 ans, je veux tel type d'école, tel type de profil, tel type de métier, on met en branle toute la mécanique pour le faire. Sauf que nous, aujourd'hui, on est trop dans le court terme et pas assez dans le moyen et le long terme. Parce qu'il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre. Il y a aussi des mesures de moyen terme et sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, corrélation, croissance, éducation, tant qu'on rentre pas dans ce schéma-là, on ne s'en sortira pas. Et sur la formation professionnelle, ça a été aussi le deuxième gros chantier, à part si vous avez des choses à rajouter au niveau éducatif. Gros chantier. La formation professionnelle en général, c'est une... Il y a un corollaire aussi, mais c'est une hécatombe. Je vous donne quelques chiffres. 1% des entreprises seulement ont un programme de formation continue. 1%. 7% seulement des salariés bénéficient d'un programme de formation continue. À peine 200 millions d'euros de budget, quand la France met 15 milliards d'euros de budget pour la formation professionnelle. Donc, oui, mais le PIB de la France n'est pas le PIB. Non, ça n'a rien avec le PIB. Mais aujourd'hui, par rapport à la population salariée, ça veut dire qu'on a un vrai sujet. Pourquoi? Parce que l'employabilité n'est pas assez considérée en interne entreprise et parce que, bien évidemment, le dispositif, c'est une usine à gaz avec l'OFPPT, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous priorisez d'abord ceux qui sont déjà en emploi, qui sont déjà dans des structures, dans des entreprises, en matière de formation professionnelle. Et la formation, à mon avis, je pense que vous voulez dire... C'est deux axes. Toute la vie. C'est deux axes. Et ensuite, il y a les nouveaux entrants sur le marché du travail. Aujourd'hui, il faut, dans le cadre de la formation professionnelle, il y a aussi la formation continue. La formation professionnelle, dans sa vision systémique, elle doit d'abord aussi avoir un axe pour accompagner les chômeurs, bien évidemment, les chômeurs, mais en même temps, travailler l'employabilité des gens qui sont au travail pour développer leur employabilité pour que demain, ils alimentent le flux du marché du travail. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on reviendra là-dessus, mais sur la formation professionnelle. Ça fait pchit à la fin de l'année. Il y a un délai qui avait été donné de 3 semaines, au mois d'octobre, par le souverain, pour proposer un plan de réforme global de la formation professionnelle. Il y a eu un délai qui a été accordé, supplémentaire. On est arrivé fin novembre, début décembre, il n'y a rien. Il y a eu même une fin de non-recevoir de la part du souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme qui a été proposé à Sa Majesté n'était pas assez ambitieux. Oui, ça a été dit. Il y a un communiqué du cabinet royal là-dessus, beaucoup de lacunes, y compris d'ailleurs au niveau des sources de financement de ce programme qui avait été proposé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du mal à réformer l'école. On a du mal à pondre un projet de réforme de la formation professionnelle. Tout ça en 2018, vu les challenges et les défis qui sont devant nous, qui sont déjà au Maroc, qui sont déjà installés. Alors, je me pose des questions, moi, là-dessus. Moi, je pense que, d'abord, c'est heureux que l'on lance pas un truc pour lancer un truc. Si le projet était pas assez ambitieux, pas assez complet, je pense que c'est mieux de dire on retarde et on postpone, enfin, on reporte à début d'année. En revanche, le sujet de la formation professionnelle, c'est un sujet stratégique pour le pays. Et, à mon avis, si on ne remet pas en cause
les mécanismes existants, fondamentaux, y compris l'office, la mission de l'office de la formation professionnelle, voire le rôle de l'ANAPEC, ça veut dire que pour moi, quelque part, on va juste mettre un petit peu un sparadrap sur une petite blessure. C'est ce qui avait été prévu. De toute façon, oui, mais donc PTT comme locomotive. Oui, la mais réforme globale, donc. Oui, mais je pense, c'est pas là où ça a pêché. Non, moi, je vous donne mon avis sur le sujet, puisque vous me donnez l'occasion de le donner, puisqu'on m'a pas demandé mon avis avant. Je vous le donne maintenant. Vous n'avez pas été consulté, vous? Non, j'ai pas été consulté. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dire qu'aujourd'hui, ça doit être complètement réinventé. Parce que l'office a fait son temps. Ok, l'office a fait son temps, a formé des gens en quantité, etc. La qualité n'a pas toujours été au rendez-vous. Et je pense qu'aujourd'hui, le nouveau management de l'office a conscience de cette problématique-là. Maintenant, c'est une vraie connexion totale avec le monde du travail, c'est-à-dire avec le monde économique, pour réinventer. Parce que qui utilise la formation professionnelle? Qui? Ce sont les entreprises. Mais quand aujourd'hui vous payez une taxe qui rapporte bon an, mal an 1,7 milliard, 1,8 milliard, qui sert exclusivement à la formation quasiment initiale, vous dites, nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entreprise, notre argent va former la formation initiale alors qu'on a besoin pour former nos propres salariés. Aujourd'hui, on doit pouvoir cliquer sur une souris et en moins de 2 heures, on doit pouvoir envoyer quelqu'un en formation. Aujourd'hui, ça prend des jours et des jours. C'est pas possible. Mais quand vous dites l'OFPTT, vous y mettez également l'ANAPEC. Parce que l'ANAPEC a vocation à aussi accompagner les chômeurs. Je vous rappelle. Deux organisations administratives très fonctionnalisées. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut réinventer le sujet. C'est-à-dire, c'est quoi réinventer? Comment réinventer? Il faut, à mon avis, parce que ceux qui sont censés réinventer non. Moi, je pense que la réforme de la formation professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, l'ANAPEC, c'est entre guillemets le pôle emploi marocain. D'abord, qui doit pouvoir accompagner demain tous les chômeurs du pays et non pas exclusivement un certain type de chômeurs. Je rappelle que, pour faire une petite parenthèse sur l'IPE, dans le cadre de l'IPE, il y avait un accompagnement de la formation à faire. Indemnité perte d'emploi. Voilà. Ouais. Donc, ce budget formation, il va émaner de la formation professionnelle. Donc, il y a un certain nombre de métiers nouveaux à positionner demain. Et donc, la formation professionnelle à travers l'ANAPEC, d'où le rôle de l'ANAPEC. Mais l'ANAPEC ne peut pas être une locomotive dans le driving de la politique de formation professionnelle. Ce n'est pas possible. Il faut un état d'esprit nouveau. Il faut un nouveau mindset. Un nouveau, comment dirais-je? On rentre dans le 21e siècle. Donc, les structures trop étatiques, à mon avis, ne sont, pour ma part, ne sont pas tout à fait qualifiés seuls à piloter la transformation. C'est quoi la solution, un partenariat public-privé? Bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Pourquoi rien n'a été scellé en 2018 à la matière? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas un vrai partenariat public-privé, ça ne veut pas dire avoir 1 ou 2 administrateurs. Ça veut dire une vraie structure où les 3 acteurs majeurs sont impliqués dans la dynamique, y compris les partenaires sociaux, parce que la formation professionnelle, ça concerne les partenaires sociaux. Qui n'ont pas pris la parole là-dessus. Il n'y a pas eu de sujet là-dessus, parce qu'on nous dit que il y a aussi, effectivement, en 2018, a été marqué aussi par la panne du dialogue social, mais ça, c'est pour d'autres considérations. Oui, mais ça, c'est anormal. L'enjeu de la formation, de l'école, de l'éducation et de la formation professionnelle n'a pas été posé par l'organisation patronale, par les centrales syndicales, par l'exécutif, par l'OFPTT et par l'ANAPEC, tout l'écosystème. Vous me redonnez l'occasion de réinsister. Sans un nouveau contrat social où chacun doit jouer son rôle, il n'y aura pas d'avenir pour notre pays, je vous le dis et je vous le redis. Pourquoi? Parce que justement, quand vous dites que les syndicats n'ont pas eu de parole sur le sujet, bien évidemment, parce que les syndicats, ils ont un rôle important, sauf que sans un dialogue social structuré, planifié, ça ne peut pas marcher. Or, aujourd'hui, il y a un blocage. Mais dans les revendications de doléances des centrales syndicales, j'ai pas vu, moi, une doléance allant qui est entrée à la formation professionnelle ou à la réforme du système éducatif. Tout dépend quel est le leadership autour de ça. Je voudrais préciser là-dessus. Parce que là aussi, ça a été un des discours de Sa Majesté qui demande aux gens de se remettre autour de la table du dialogue social. Le dialogue social n'est pas une option. C'est une nécessité absolue. J'insiste, c'est une urgence absolue que le dialogue social se mette en place et se structure de manière moderne. Là aussi, il y a une transformation à mettre en place. Pourquoi? Il n'y a pas de réforme possible sans partenaires sociaux. Il n'y a pas d'évolution du code du travail sans partenaires sociaux. Il n'y a pas de transformation du code de droit de la grève sans partenaires sociaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bipartisme que j'ai initié moi avec Madame Ben Salah au sein de la CGM, il y avait une feuille de route avec les syndicats dans laquelle il y avait la formation professionnelle. Donc le dialogue avait été initié. Sauf qu'aujourd'hui, il va falloir remettre tout ça sur la table pour redonner du sens au dialogue social et que ce ne soit pas uniquement une posture. L'équipe de Saladin Mezouar, parce que c'est elle qui vous a succédé, n'a pas fait le job. En 2018, parce qu'ils ont été élus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font. En fait marquant, il y a eu aussi l'élection de Saladin Mezouar à la tête de la CGM au mois de mai dernier.
Je ne sais pas Oui. ce qu'ils font et je ne veux pas préjuger de ce qu'ils vont faire. Je suis en train de vous dire ma vision du monde sur ces questions de dialogue social et de la formation professionnelle et que si Sa Majesté a demandé à reporter, fondamentalement, au fond de moi-même, je pense qu'il a eu raison. Reporté en novembre, enfin début décembre en tout cas, et puis surtout annulation des assises. Ou On du ne fait pas forum. des assises pour faire des assises. Ouais. On fait des assises pour sortir quelque chose de concret parce que Sa Majesté a compris que l'urgence aujourd'hui, c'est pas de faire uniquement un événement, c'est de faire un événement où on sort avec des feuilles de route précises parce que les Marocains et les jeunes Marocains ne sont plus prêts à attendre. C'est terminé l'ère où on pense que les jeunes et les Marocains vont attendre. Le message, regardez ce qui s'est passé en Europe, il y a les gilets jaunes, d'accord, ça fait plus de 8 semaines quasiment que c'est le bazar en France. Ben nous, les Marocains aujourd'hui, ils ont compris que s'il y a des assises, c'est pas pour sortir avec un programme conceptuel théorique qui va être dans la presse et sur les sites internet. C'est pour sortir avec une vraie feuille de route, X points, qui vont être déployés dans l'urgence. Je voulais aussi qu'on aborde un aspect, à mon avis, qui est aussi central pour la réforme à la fois de l'école et à la fois de la formation professionnelle, c'est toute la place de la digitalisation, les services et les outils digitaux. On fait quoi là-dessus? Au-delà d'en parler, au-delà de faire des commentaires, au-delà de commenter la dernière innovation technologique de la Silicon Valley, comment on fait pour introduire une logique numérique, digitale, à la fois dans le cadre de la réforme du système éducatif et à la fois dans le dans le cadre de la réforme du système professionnel, de formation professionnelle. Est-ce qu'on se dit plus il y aura de digitalisation, plus on trouvera de solutions à toutes les problématiques, ou même ça, c'est un peu compliqué en termes d'appréhension avant l'implémentation? La transformation digitale du pays, c'est un projet de nation. C'est pas un projet ponctuel de petites mesurettes, de ceci ou de cela. C'est pas possible. Pourquoi je vous dis ça? Et je réinsiste. J'introduis ça dans mon contrat social. La révolution numérique que connaît le monde, elle est durable, elle est structurelle, elle est inexorable. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Il est urgent pour le pays, justement, de mobiliser la nation. Je dis bien de mobiliser la nation sur la transformation numérique. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une affaire d'état d'esprit avant d'être une affaire d'outils, la transformation du pays. Ça peut être les administrations, comme c'est les entreprises, comme c'est les écoles, dans la vie de tous les jours. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe comme d'habitude? C'est que le consommateur citoyen est beaucoup plus en avance sur une consommation de la digitalisation que l'infrastructure ou que le côté macro du pays. C'est pour ça qu'il y a un décalage qui est en train de s'installer entre le citoyen et le pays dans cette transformation digitale. Or, c'est-à-dire l'État, en fait, clairement, vous êtes en train de dire, schématiquement, que l'État n'est pas au rendez-vous parce qu'il ne s'est pas planché sur la mise en place d'infrastructures. Systémique. Bien sûr, systémique. Qui c'est qui paye? Ça, c'est Vous savez, non, la fibre optique, ça coûte très cher. L'arrivée de la 5G, c'est prévu pour 2022. Okay. Ça représente un coût. Ok. Qui va payer? Qui va passer à la caisse? Comment ça se passe? Aujourd'hui, encore une fois, dans la transformation numérique, il y a les infrastructures, on est d'accord, oui. Mais il y a aussi des modèles d'infrastructures. Écoutez, il y a des modèles collaboratifs. Mais moi, je ne suis pas un expert sur le plan technique, mais moi, je pense que au-delà de la mutualisation, il y a les bailleurs de fonds, et puis à terme, la digitalisation fait des économies au pays. Ok. Moi, je pense juste à deux, trois trucs. Ok. Prenons l'initiative. Moi, je vous donne un très concret. Oui. La DGI qui a commencé à dématérialiser un certain nombre de processus, comme celui de paiement de la vignette, je dirais la déclaration des impôts. Croyez-moi que d'ailleurs, ce sont des économies qui sont faites. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on a une vision systémique de l'ensemble de la machine Maroc, et si on se donne 10 ans pour faire du Maroc un pays 2.0, croyez-moi, on fera beaucoup d'économies, mais surtout, on aura des points de croissance supplémentaires. Parce que la révolution numérique, au-delà des emplois qu'elle va tuer, etc., c'est d'abord des points de croissance supplémentaires. Mais sur l'école, sur le système éducatif? Bien évidemment. Zakoura, aujourd'hui, nous avons 3 écoles numériques. Dans le rural, avec des gamins qui ont entre 8 et 16 ans. 100% de réussite dans le cas. Ils ne travaillent que avec des tablettes, etc. Et donc, le niveau d'acquisition des connaissances est parfait avec ces gamins-là. Ils sont dans le rural, c'est-à-dire qu'ils sont présupposés ne pas maîtriser des choses. Or, ils les maîtrisent très bien. Donc, ça veut dire que si on veut scaler, si on veut mettre à l'échelle l'éducation à travers le pays, le numérique permettra de le faire avec la bonne pédagogie et qu'on n'a pas besoin d'avoir des écoles partout. Est-ce que selon vous, Jamal Belhaj, c'est le numérique et la logique numérique qui permettra de sauver l'école publique et de résoudre les problématiques du système éducatif? Elle ne résoudra pas tout, mais elle va créer les conditions d'un système éducatif beaucoup plus performant. Elle permettra aux éducateurs et aux professeurs de faire un travail d'accompagnement individuel beaucoup plus pédagogique et beaucoup plus qualitatif que d'être dans le fonctionnement d'aujourd'hui qui est beaucoup plutôt une production de masse
Alors que le numérique permettra demain C'est-à-dire une production de qualité. Bien évidemment. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, vu la bibliothèque mondiale que nous avons, c'est que l'apprentissage se fait aussi à travers le net, etc. Donc, il y a énormément de pédagogies nouvelles qui se mettent en place autour du numérique. Mais ce qui est sûr, c'est que si le Maroc ne se construit pas un projet de nation autour de la révolution numérique, on va perdre et on va être très en retard. L'Estonie, 1,4 million d'habitants, c'est un pays qu'on appelle 2.0 aujourd'hui. 100% de choses sont faites à travers le numérique. Comme la boutade dit, il n'y a que les mariages et les divorces qui ne sont pas faits à travers le numérique. Et surtout, 3% de PIB qui sont économisés par année grâce au numérique en Estonie. Ce qu'il faut savoir aussi avoir à l'esprit, c'est que ça nécessite au départ un investissement important. C'est un investissement, mais qui s'amortit sur le temps, mais surtout, c'est un changement de mentalité. Les gamins, en fait, ça veut dire que demain, en investissant dans le numérique, dans le cadre de la transformation du système éducatif, c'est qu'on aura de nouvelles générations de jeunes. On est bien d'accord qu'on va transformer. On aura une génération de gens qui vont vivre avec leur temps. Oui. Qui vont vivre avec leur temps. Non, mais ça sera de nouveaux jeunes qu'on aura. C'est pas des nouveaux jeunes. Oui. Ces jeunes sont déjà là. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les digital natives, ils naissent déjà avec des smartphones, des choses, etc. Demain, l'intelligence artificielle sera dans notre quotidien. Et donc, ça veut dire que si on prépare pas notre pays à ça, on va avoir des vrais soucis. On aura une espèce de tsunami culturel, un décalage culturel qui va se faire, qui va faire que notre pays va être décalé. Donc, j'allais vous dire, à la limite, avec le numérique, plus de problème de politisation du débat sur les langues, au final. Ça va être sauvé par le numérique qui va porter la solution à ce non, le numérique permet l'accès à tout à chacun sans être obligé de passer par un canal particulier. J'ai envie d'apprendre telle langue, j'y vais ou j'y vais pas. Comme dans l'entreprise, il a révolutionné la relation managériale. Avant, c'était le chef, le sous-chef, etc. Maintenant, quand on envoie un mail à tous les collaborateurs, ils ont l'information. Donc, encore une fois, la révolution numérique, elle est là, avec ou sans nous. Or, si on prend pas le train, nous, on va perdre. Si on le prend maintenant, avec le dividende démographique que nous avons, on va gagner. Et d'ailleurs, le continent africain l'a compris. Il y a plein de pays africains qui sont très en avance dans la numérisation de leur pays et ils gagnent des points de croissance. Nous, on n'en gagne pas. Je rappelle que notre croissance, elle est archi faible. Elle est à 2%. On crée très peu d'emplois avec ça, alors que demain, alors tout le monde sait qu'on a besoin de 8 à 10% de croissance par an, moins pendant 15 ans. Et dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, la place du numérique, il est où l'enjeu là? Pour répondre à votre question. L'enjeu véritable, il est où? Non, mais encore une fois, le digital doit être au cœur de tout. Oui, mais vous savez, à force de dire il est au cœur de tout, on ne sait plus où est-ce qu'il est. Non, vous me posez la question à moi. Est-ce que apprendre un métier aujourd'hui, selon Jamal Belharrach, si vous étiez aux responsabilités et en charge de piloter la réforme de la formation professionnelle, ça veut dire exiger de la part de tous les candidats à la formation professionnel, quel que soit le métier, de maîtriser parfaitement tel logiciel, son smartphone, telle application. Voilà. Est-ce que c'est ça en fait? Parce que si on veut essayer de préciser votre pensée là-dessus. Dans la transformation digitale, il y a une chaîne de valeur, d'accord? Et on doit éduquer les personnes à être, non seulement à être capables d'utiliser les outils, mais à travailler avec les outils. D'accord? Ça, c'est fondamental. Ce qui fait que demain, lorsque vous créez aujourd'hui ce qu'on appelle les expériences, on parle d'une expérience client, d'une expérience citoyen, ben voilà, c'est que demain, ça doit fonctionner comme ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient en formation, la formation professionnelle, ou ailleurs d'ailleurs, ben si les cours sont sur tablette, on développe d'abord l'autonomie, la capacité d'autonomie des individus, je dirais le niveau d'outils ou le niveau de connaissance des choses, et surtout, on doit apprendre aux gens à utiliser les choses. Mais on gagne du temps, on gagne de la productivité. Les gens sont pas toujours obligés d'être à l'école, physiquement, dans la classe. Il y a du présentiel, mais il y a aussi des gens qui peuvent travailler donc de chez eux. Donc c'est une révolution culturelle, le digital, avant d'être une révolution économique. Est-ce que vous pouvez concevoir que ce nouveau monde digital, ce nouvel univers, en tout cas, Jamal Belharrach, peut faire peur aussi, culturellement? Je pense qu'il y a des résistances culturelles qui s'expriment. Merci pour votre question. Ouais. Toute transformation fait peur au début, et c'est normal. À nous de faire preuve de pédagogie pour accompagner les gens à ne plus avoir peur et leur montrer quels sont les avantages qu'ils peuvent en tirer, parce qu'ils vont tirer des avantages. La peur est tout à fait normale dans la courbe de transformation et de change management. Mais en même temps, pour faire cette pédagogie-là, il faut que l'élite ou les leaders ou les acteurs politiques, économiques et sociaux d'abord le comprennent et ensuite apportent des éléments de réponse. Deuxième enjeu aussi, c'est la stabilité sociale. Oui. Vous y êtes attaché? C'est tout le combat de ma vie depuis 20 ans au Maroc. Malheureusement, le personnel politique n'a pas anticipé, c'est la pression démographique. Oui.
Donc aujourd'hui, on doit aussi être en capacité de proposer une offre relativement quantitative, toujours encore aujourd'hui, peut-être encore en 2019 et en 2020, en matière d'emploi. Donc en tenant compte de cette obligation, entre guillemets, comment on arrive à manœuvrer ce nouveau monde et à driver, à piloter un petit peu ces politiques publiques, la numérisation, l'intégration de nouveaux logiciels, de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, de ces nouveaux métiers, mais toujours avec des métiers existants, parce que c'est ça en fait, tout reste extrêmement dynamique, on sera de plus en plus interconnecté avec des objets, voilà. C'est Rachid. Oui. Comment vous dire ? Et stabilité sociale. Je voudrais pas qu'on ait le syndrome du macronisme aujourd'hui qui est installé, à savoir un Jupiter et une déconnexion avec le terrain. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des basiques à régler sur le plan de la stabilité sociale. Okay, les basiques, c'est que les gens puissent avoir un travail, qu'ils puissent se loger, qu'ils puissent se soigner, qu'ils puissent éduquer leurs enfants. D'abord, c'est ça qu'il faut travailler. La seule façon aujourd'hui de régler ces problèmes, c'est que le personnel politique se reconnecte au terrain véritablement. Parce que on va nous écouter là sur le web. Oui, mais tout ça c'est bien, mais ça concerne que une petite partie de la société. Oui et non. Parce que la stabilité sociale, c'est d'abord éviter que les gens se sentent déclassés, qui décrochent. La fracture sociale, elle est là. La fracture numérique, bien sûr qu'elle est là, mais on peut la réduire, matériel, tout ce que vous voulez, etc. Mais la fracture sociale, c'est le combat d'une vie aujourd'hui pour le pays aujourd'hui, parce que le SMIC, il est à un niveau qu'il est. Si on le touche, on touche à la compétitivité, mais en même temps, le pouvoir d'achat, il faut quand même actionner des choses. Bien sûr, il faut le soutenir d'une manière ou d'une autre. Mais pour ça, il faut lutter contre une économie complètement informelle. Plus de 40% du PIB est informel. Ça veut dire que l'assiette des gens qui doivent payer les impôts doit être élargie. Donc vous connaissez le cirque vertueux qui fait que aujourd'hui on doit moins taxer et mieux taxer. Voilà, numérique, univers digital, mais stabilité sociale et exigence sociale aussi aujourd'hui dans l'équation, voire dans la péréquation. On fait comment? Est-ce que l'équation est facile? Parce qu'on a démarré le débat avec vous, Jamal Belhaj, en disant, lorsque vous nous avez dit effectivement que le personnel politique n'était pas aux responsabilités, n'assumait pas son devoir. Conscience, ses responsabilités en tout cas sur les sujets cruciaux, que vous avez qualifiés de régaliens, comme l'école ou la formation professionnelle. Quand on arrive en fin de débat et qu'on se dit aussi il y a un enjeu de stabilité sociale et d'exigence sociale, on fait comment? Aujourd'hui, la question, bien évidemment, comment on finance ça est un vrai sujet. Je vous dis ça parce que vous avez vu le projet de loi de finances 2019. Oui. C'est l'empreinte sociale est largement visible. Mais heureusement. Oui, mais c'est de la dépense. Je veux dire, c'est de la dépense. Heureusement. L'État continue à dépenser. Mais en même temps, il faut trouver les centres de profit. Et là, je me dis pour la stabilité. Je les donne, les centres de profit. Vous les numérique, c'est un centre de profit tout de suite ou c'est une dépense immédiate? Non. Le digital, entre guillemets, c'est d'abord un investissement et c'est un investissement dans la transformation culturelle. Mais les gisements, ils sont entre guillemets connus. D'accord? Donc d'abord, il faut que le pays travaille sur le haut, c'est-à-dire comment on va créer de la croissance. Créer de la croissance, c'est encore une fois le schéma habituel, c'est les conditions d'intégration des investisseurs, c'est l'informel. Je reviens, qui paye l'impôt? Je rappelle qu'il y a 1 200 000 salariés seulement qui sont déclarés à la CNSS. Alors, il faut se mettre sur une population active de 12 millions, dont à peu près 5-6 millions de salariés. Donc, on a un petit problème quand même. Pour 2019 et 2020, pour vous, c'est la régularisation de ces personnes qui ne sont pas déclarées à la CNSS, ou pas à jour de cotisation, ou c'est de trouver un maximum de boulot et de créer un maximum d'emplois? C'est d'abord de créer de l'activité. Créer de l'activité, c'est donner aux entreprises. Là, aujourd'hui, de créer de l'activité. Ben oui, c'est donner de la respiration aux entreprises pour qu'elles créent de l'activité qui, elle, créera de l'emploi, à partir de donner de la statut et de la dignité aux gens, qui va faire en sorte que demain, on aura suffisamment de subsides pour que l'État finance. Parce que bien évidemment, on revient à l'équation financière et que le ministre des Finances n'est pas un magicien non plus. En revanche, je pense que, s'il faut conclure au jeu, c'est qu'il y a une vraie conscience de construction d'un nouveau contrat social sans laquelle il n'y a pas de modèle de développement nouveau pour le Maroc. Parce que le modèle de développement, bien sûr, avec ses axes économiques, etc., ne peut se lire qu'à l'aune d'un contrat social bien défini, quelle société on veut, quel Marocain on veut, quelle identité on veut. Est-ce que tout ça doit être lancé, en tout cas les bases, en tout cas doivent être initiées en 2019 selon vous? Est-ce que vous avez, vous, des attentes particulières, en finir un peu là-dessus? Moi, ma attente particulière, c'est... 2019. Est-ce que pour vous, ça va être un copier-coller de 2018 ou vous considérez que on ne pourra pas se permettre de faire un copier-coller, de faire un carbone de 2018? Je vous clairement, on n'a plus le temps d'avoir le temps, on n'a plus le choix d'avoir le choix. Donc 2019 doit être une année pour moi de rupture. C'est-à-dire au moins les prémices d'une nouvelle feuille de route stratégique qui va, qui va accompagner la création de ce nouveau contrat social, qui va aboutir sur un nouveau modèle de développement économique et donc redonner du sens aux Marocains et aux Marocaines.
Ce sera pour vous, c'est attendre parti vœu pieux pour 2019? C'est pas un vœu pieux, j'espère qu'il se réalisera. Parce que, encore une fois, dans ce pays, vous le savez très bien, il faut jamais avoir raison trop tôt. Mais c'est pas grave. Encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai parlé d'urgence économique, sociale il y a des mois et des mois. Bien évidemment. Mais regardez ce qu'a fait Macron hier soir. Il a posé les bases d'une réflexion sur un nouveau contrat social français, parce que notamment ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, il y a une rupture sur le contrat social, et donc quel est le monde de demain? Et moi, je suis convaincu qu'au Maroc, on a tous les talents pour discuter de ça. Donc vous concluez, faire des vœux. Donc vous concluez sur le fait que mon principal vœu, je souhaite la construction d'un nouveau contrat social où tous les corps intermédiaires ont un rôle à jouer, stratégique et politique, pour que le citoyen marocain puisse retrouver confiance dans son pays. Merci Jamal Belhache. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Jobs of Africa et de la Fondation Zakura. Éducation scolaire, préscolaire dans le milieu rural. Milieu rural essentiellement à 100%, à part 100%. quelques activités dans le monde urbain. Voilà. Bonne année à vous. Merci et bonne année à vous. Merci. Au revoir.